Il existe une idée tacite qui régit presque tous les récits modernes sur la vie. Souffrir, c'est échouer. Lorsque la douleur apparaît, quelque chose ne va pas chez l'individu, dans la société ou dans le monde. Cette hypothèse est rarement remise en question. Elle s'impose comme une évidence morale. Cependant, le taoïsme commence précisément là où cette certitude s'effondre. Il ne se demande pas si la souffrance doit exister. Il demande pourquoi nous résistons autant à ce qui arrive. Il suffit d'observer la réaction immédiate face à une frustration courante. L'esprit s'empresse de justifier, de corriger ou d'éliminer l'expérience. Presque personne ne prend le temps de l'apercevoir. Cette précipitation n'est pas neutre. Elle exprime une forme spécifique de relation à la réalité. C'est ce geste automatique que le taoïsme remet en question. La pensée taoïste ne nie pas la douleur et ne la minimise pas. Elle ne la transforme pas non plus en épreuve morale ou en échec spirituel. Son mouvement est autre. Elle enlève à la souffrance le poids d'être un problème absolu. Ce faisant, elle déplace le centre de l'analyse. L'accent passe de l'événement à la réaction humaine à l'événement. C'est là qu'apparaît une compréhension plus précise du conflit. La chaîne Solstice a été créée précisément pour explorer ce type de déplacement conceptuel. Ici, la philosophie n'apparaît pas comme une consolation rapide. Elle fonctionne comme un outil de lecture de l'expérience. La proposition consiste à enquêter sur les schémas invisibles qui organisent le quotidien. Le taoïsme offre un langage rigoureux pour cela. Pensez à une rivière urbaine endiguée pour contrôler les inondations. L'intention est d'éviter les dommages immédiats. Avec le temps, l'accumulation de pression crée de nouveaux risques. La souffrance humaine suit une logique similaire. Plus nous essayons de la maîtriser moralement, plus elle s'intensifie. Cet espace est destiné à ceux qui perçoivent cette contradiction et qui cherchent à comprendre le coût caché d'un contrôle excessif. Il ne s'agit pas d'abandonner l'éthique, la thérapie ou les soins. Il s'agit d'examiner vos hypothèses. À qui s'adresse ce contenu ? À ceux qui ont le sentiment que la lutte constante contre la douleur est plus épuisante. Le gain n'est pas une promesse de bonheur. C'est une clarté conceptuelle et une relation moins réactive avec l'expérience. Si ce type d'approche vous semble pertinent, suivre Solstice est un moyen simple d'approfondir vos connaissances. Les vidéos suivent cette même ligne didactique. S'abonner à la chaîne contribue à soutenir ce travail. Laisser un « j'aime » montre votre intérêt pour ce type de recherche. Nous continuons à explorer avec rigueur et calme. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, pendant la période des royaumes combattants, la Chine vivait sous le joug de guerres incessantes, de réformes juridiques sévères et d'un climat social d'angoisse permanente. C'est dans ce contexte qu'apparaissent des textes attribués à Zhuangzi qui n'offrent ni solution politique, ni promesse de salut. L'un de ces récits décrit un cuisinier ordinaire travaillant au service d'un puissant souverain. Il n'y a ni bataille ni rituel, seulement un corps en action quotidienne. Pourtant, le texte a été préservé pendant des siècles. Cela indique déjà que quelque chose y déplace des attentes fondamentales. Le cuisinier découpe un bœuf devant le souverain avec des mouvements précis. La lame ne rencontre aucune résistance apparente. Il n'y a ni effort visible, ni violence excessive. Le souverain observe, intrigué. Il s'attendait à une habileté technique, mais il remarque quelque chose de différent. Le geste n'était pas forcé. Le corps semblait suivre un rythme qui précède l'intention consciente. Interrogé sur sa technique, le cuisinier répond qu'il ne dépend plus de ses yeux. Il suit les espaces naturels entre les os et les articulations. Là où il y a du vide, la lame passe. Là où il y a de la résistance, il ne force pas. La connaissance impliquée n'est ni morale ni normative. Il s'agit d'une lecture structurelle de la réalité. Le dirigeant comprend qu'il ne s'agit pas seulement de cuisine. La leçon ne parle pas d'efficacité isolée. Elle parle de la manière d'agir sans imposer de violence au processus. Le cuisinier n'élimine pas la dureté du bœuf. Il ne nie pas sa structure. Il s'y adapte. L'action ne crée pas de conflit supplémentaire. La lame dure des années parce qu'elle ne lutte pas contre ce qui est solide. Cette logique commence à se répercuter au-delà de la scène. La souffrance humaine apparaît à ce stade comme un parallèle implicite. Tout comme le bœuf possède des articulations naturelles, la vie possède ses propres flux.
Lorsque l'humain force le passage là où il y a de la rigidité, il y a friction. Cette friction n'est ni une punition, ni une erreur métaphysique. C'est une conséquence directe du geste. L'histoire ne condamne pas ceux qui souffrent. Elle ne promet pas non plus la libération. Elle montre simplement la dynamique de l'ajout inutile de résistance. Le cuisinier ne devient pas sage en évitant le travail difficile. Il devient lucide en n'ajoutant pas de violence interprétative à l'acte. La souffrance, dans cette lecture, n'est pas niée. Elle est repositionnée comme un effet secondaire. L'accent n'est plus mis sur la douleur, mais sur la manière d'agir. Cela crée un malaise productif, une invitation silencieuse à l'observation. Ce type de lecture exige de la continuité et une attention progressive. Le sens ne s'épuise pas dans l'histoire. Il se déploie tout au long de l'analyse conceptuelle. Continuer à suivre ce contenu permet d'approfondir ces couches avec rigueur. La proposition est de continuer à examiner comment ces idées opèrent dans la vie quotidienne, sans précipitation et sans promesse facile. Lorsque la souffrance est considérée comme quelque chose à éradiquer, des stratégies de combat apparemment rationnelles apparaissent, mais elles produisent des effets secondaires prévisibles. La suppression émotionnelle, par exemple, réduit l'expression immédiate de la douleur, mais augmente sa récurrence physiologique. L'hyperinterprétation morale transforme des expériences neutres en échecs personnels. La recherche obsessionnelle de sens convertit des épisodes simples en récits tragiques. Ces approches n'éliminent pas la souffrance. Elles ne font que la déplacer vers des couches moins visibles. Il en résulte une accumulation silencieuse de tensions. Une autre réponse courante est le contrôle comportemental excessif, soutenu par des routines rigides et une exigence constante envers soi-même. À court terme, cela crée un sentiment d'ordre. À moyen terme, cela produit un épuisement cognitif. L'organisme se met à fonctionner en état d'alerte permanent. Cet état intensifie la perception de la menace. La douleur s'amplifie alors sans cause proportionnelle. Le problème n'était pas l'événement initial. Le taoïsme anticipe ce diagnostic en montrant que la résistance ajoute des couches inutiles au processus. Intervenir au-delà du nécessaire crée des frictions. Les frictions consomment de l'énergie. L'énergie consommée réduit la flexibilité. Une flexibilité réduite augmente la souffrance secondaire. Le cycle se referme sans résolution. Briser ce schéma exige un autre type de geste. Une pratique peu répandue qui va dans ce sens est l'étiquetage affectif délibéré. Elle consiste à nommer avec précision la sensation émotionnelle au moment où elle surgit. On ne cherche ni explication ni correction, seulement une simple identification verbale. La première étape consiste à interrompre toute tentative d'explication ou de résolution. Ensuite, la personne identifie la sensation avec un mot simple. Tristesse, peur, frustration ou tension. Le mot doit être court et descriptif. On ne construit ni phrase ni jugement, seulement l'étiquette. La troisième étape consiste à maintenir l'attention sur le corps pendant quelques secondes après avoir nommé la sensation. On observe où la sensation se manifeste physiquement. Poitrine, gorge, estomac ou mâchoire. On n'essaie pas de se détendre ni de modifier quoi que ce soit. La tâche consiste simplement à rester. Des études montrent que ce processus réduit l'activation de l'amygdale. En même temps, il augmente la régulation corticale. L'organisme comprend qu'il n'y a pas de menace supplémentaire. La réaction perd de sa force sans être réprimée. Dans le taoïsme, cette dynamique est décrite comme une action sans friction. Le wu-wei ne signifie pas l'absence d'action, mais l'absence d'opposition interne. Lorsque l'émotion surgit et est immédiatement combattue, cela crée une tension supplémentaire. Lorsqu'elle est observée sans interférence, elle suit son cours naturel. L'étiquetage affectif s'aligne sur ce principe car il ne tente pas de changer l'état. Il reconnaît simplement ce qui est déjà présent. L'énergie ne se disperse pas dans la lutte. Le flux se maintient. L'expérience se transforme d'elle-même. Cette pratique fonctionne parce qu'elle empêche l'ajout d'une résistance symbolique. En nommant, l'esprit cesse de lutter contre l'état. Il cesse également de s'y fondre complètement. Une distance fonctionnelle est créée.
La souffrance n'est pas niée. Elle n'est pas non plus dramatisée. Le flux se poursuit avec moins de friction. C'est le point de convergence avec le Wu Wei. L'action se déroule sans opposition interne. Appliquée de manière cohérente, cette pratique modifie les schémas automatiques. L'esprit apprend qu'il n'a pas besoin de réagir avec urgence. Le corps sort plus rapidement du mode défensif. L'expérience s'achève sans accumuler de résidus émotionnels. La souffrance primaire passe. La souffrance secondaire diminue. Il n'y a pas de promesse de confort continu. Il y a une réduction de l'usure structurelle. Pour consolider ce mouvement, l'engagement doit être explicité. Une façon simple consiste à enregistrer la compréhension dans un langage direct. Si cela a du sens, écrivez dans les commentaires la phrase « Je n'ai pas besoin d'éliminer ce que je ressens pour le traverser ». Ce geste renforce le changement de schéma. Il aide également à rester attentif au processus. Nous continuons à avancer à partir de là. Le taoïsme propose une approche unique de la souffrance qui va au-delà des interprétations traditionnelles. Au lieu de la considérer comme un mal à éradiquer ou une erreur à corriger, la souffrance est vue comme une conséquence naturelle de la résistance humaine au flux du Dao, la voie naturelle de l'univers. Pour le taoïsme, la souffrance n'est pas quelque chose à combattre, mais plutôt à comprendre comme un sous-produit inévitable de notre lutte contre ce qui est, contre l'impermanence et la fluidité de la vie. Cette perspective remet en question les visions prédominantes dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques, qui considèrent la souffrance comme quelque chose à surmonter à tout prix, que ce soit par la moralité, la punition divine ou la transcendance spirituelle. Le taoïsme ne nie pas la souffrance, mais la dédramatise, la reconnaissant comme partie intégrante de l'existence humaine, et non comme une erreur ou une faille à corriger. Cette compréhension transforme notre relation à la souffrance, car elle nous permet d'accepter sa présence sans avoir besoin d'en faire un objectif existentiel ou moral. Ainsi, la souffrance cesse d'être un problème et devient un aspect de l'expérience qui peut être accepté avec sérénité. À partir de cette vision taoïste, le Dao se pose comme le critère fondamental pour comprendre la souffrance et le plaisir. Le Dao n'est ni bon ni mauvais, il ne poursuit aucun but et ne s'ajuste pas à nos normes humaines de justice ou de compassion. Il est simplement coulant naturellement et constamment, sans besoin de contrôle ou de direction. Ce principe fondamental remet directement en question la manière dont nous comprenons généralement la souffrance et le plaisir, car dans le taoïsme, les deux sont considérés comme des phénomènes symétriques et non comme des opposés moraux. La distinction entre souffrance et plaisir n'est ni morale ni philosophique, mais naturelle. Les deux découlent du même processus de transformation et de transition, où rien n'est permanent et où tout est en constante évolution. Ainsi, moraliser la souffrance ou le plaisir est, pour le taoïsme, une forme de violence conceptuelle contre la réalité. En insistant pour les catégoriser comme bons ou mauvais, nous essayons en fait d'interférer dans le processus naturel de la vie, ce qui, à son tour, génère davantage de souffrance. Cela nous place dans un cercle vicieux de résistance à la réalité, une résistance qui ne fait qu'intensifier la souffrance. Cette résistance est le point critique du taoïsme, qui critique l'intervention humaine dans les processus naturels, en particulier lorsqu'il s'agit de la souffrance. Dans le monde occidental, de nombreuses approches philosophiques et thérapeutiques cherchent à éradiquer la souffrance, que ce soit par des interventions éthiques, psychologiques ou spirituelles. Cependant, le taoïsme avertit que tenter d'éradiquer la souffrance à tout prix ne fait que générer davantage de souffrance. En effet, en luttant contre la souffrance, nous créons une rigidité en nous-mêmes, établissant une résistance qui entre en conflit avec le flux naturel du Dao. Ce contrôle excessif peut même intensifier la souffrance, créant ce que le taoïsme appelle la souffrance secondaire. En d'autres termes, la souffrance n'est pas aggravée par sa présence, mais par la façon dont nous y réagissons. Plus nous essayons de contrôler et d'éradiquer la souffrance, plus nous nous éloignons de l'équilibre et de l'harmonie avec la réalité. Le taoïsme nous invite à abandonner la lutte contre la souffrance et à accepter l'impermanence des choses, afin que nous puissions vivre avec plus de tranquillité et de sagesse. Au lieu de lutter contre la souffrance, le taoïsme propose la pratique du Wu Wei, qui signifie non-action ou action sans effort.
Cette pratique ne fait pas référence à la passivité ou au conformisme, mais plutôt à l'action qui s'écoule sans résistance au flux naturel de la vie. Dans le contexte de la souffrance, cela signifie ne pas essayer de forcer ou d'éliminer la souffrance, mais plutôt ne pas y ajouter de résistance psychologique ou morale. Le Wu Wei est donc une façon d'agir qui ne lutte pas contre la réalité, mais l'accepte telle qu'elle est, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. La pratique du Wu Wei nous enseigne à ne pas réagir de manière excessive aux difficultés et à ne pas surcharger nos expériences de jugements moraux ou émotionnels. Au lieu de considérer la souffrance comme un échec ou quelque chose à surmonter, nous pouvons l'accepter comme une partie naturelle de la vie, lui permettant ainsi de se dissiper plus facilement. Cette approche n'est pas une résignation passive, mais un refus d'ajouter des couches de souffrance inutiles à l'expérience. En proposant cette vision de la souffrance, le taoïsme n'offre aucune promesse de rédemption ou de progrès moral. Il ne nous dit pas que nous devons surmonter nos difficultés, mais nous enseigne à les accepter sans transformer chaque moment de souffrance en une lutte existentielle. La réalité est que toutes les souffrances n'ont pas un but ou un sens à découvrir. Et toutes les souffrances ne mènent pas à une forme d'apprentissage. Le taoïsme reconnaît que certaines souffrances font simplement partie du cycle de la vie, sans qu'il soit nécessaire de les corriger ou de les justifier. Cela entre en conflit direct avec de nombreuses traditions éthiques et spirituelles qui considèrent la souffrance comme quelque chose qui doit être surmonté pour atteindre l'illumination ou le salut. La proposition taoïste, au contraire, consiste simplement à accepter la souffrance telle qu'elle est, sans lui ajouter de couches de sens ou de moralité. Cela peut être inconfortable pour ceux qui croient que la souffrance doit avoir un but ou qu'elle est le signe que quelque chose doit être corrigé dans leur vie. Cette compréhension de la souffrance et l'acceptation de son rôle inévitable dans la vie sont au cœur de la proposition éthique du taoïsme. Au lieu de lutter contre la souffrance ou de chercher à l'éliminer, le taoïsme suggère que nous devons apprendre à vivre de manière plus intégrée avec l'impermanence de la vie. Cela signifie abandonner l'idée que nous devons contrôler ou éradiquer la souffrance et, à la place, développer une sagesse qui nous permette de la traverser avec sérénité. La proposition du taoïsme est radicale, car elle nie l'idée que la vie doit être justifiée par le dépassement de la douleur ou par la croissance morale. Elle ne propose pas une moralité de salut ou de progrès, mais une éthique d'acceptation du flux naturel de la vie. Cela implique non seulement d'accepter la souffrance, mais aussi l'incertitude et la transitoire de tous les aspects de la vie, en reconnaissant que la véritable sagesse consiste à laisser la vie se dérouler sans résistance. Cette vision taoïste de la souffrance nous invite à repenser en profondeur nos approches traditionnelles de la douleur et de la difficulté. Elle nous amène à nous demander si nous devons vraiment essayer de contrôler ou de corriger tous les aspects de notre expérience. Au lieu de rechercher une solution définitive ou un dépassement constant, le taoïsme nous enseigne à vivre de manière plus fluide, en embrassant l'impermanence et la transitoire de toute chose. Cela implique une révolution dans notre façon de voir la douleur, la difficulté et la vie elle-même. En acceptant que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et n'est pas quelque chose à éradiquer, nous pouvons commencer à vivre avec plus de légèreté et moins de résistance. Cette approche n'est pas un déni de la douleur, mais une transformation de la manière dont nous nous y rapportons, nous permettant de vivre de manière plus harmonieuse et intégrée à la réalité du moment présent. Pour consolider cette compréhension, il est important de verbaliser son engagement envers la méthode. Si cela vous semble logique, écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Lorsque je nomme ce que je ressens, je cesse de lutter contre cela. Ce simple geste renforce l'apprentissage. Il signale également votre volonté de mettre cette méthode en pratique. Et si la souffrance n'était pas une erreur à corriger, mais un frottement entre ce qui se passe et ce qui est exigé? Cette question ne demande pas de réponse rapide, car elle touche à une vieille habitude de contrôle. Dans le taoïsme, la qualité de l'attention passe avant la volonté de résoudre. Lorsque l'esprit tente de tout réparer, il ajoute une deuxième couche de douleur. Lorsque l'esprit observe sans s'attacher, la douleur reste telle qu'elle est. Cette différence n'est ni optimiste ni pessimiste, elle est structurelle. Ce qui change, ce n'est pas le monde,
c'est la friction interne. Ce qui a été dit jusqu'ici redessine le problème de manière plus précise. La souffrance n'est pas un marqueur moral d'échec, ni une erreur métaphysique à nier. Elle apparaît comme un sous-produit de la résistance au flux du Dao, qui ne négocie pas avec les préférences humaines. Cela déplace l'attention de la douleur vers l'interférence qui l'amplifie. La question n'est plus de savoir comment l'éliminer, mais comment ne pas l'aggraver. Ce changement réduit le besoin d'héroïsme et améliore la lecture de l'expérience. Le principal avantage est la clarté, et la clarté économise de l'énergie. La pratique présentée s'inscrit dans ce cadre car elle agit avant l'escalade interprétative. Nommer une émotion dans un langage simple ne sert pas à l'expliquer, mais à la reconnaître sans s'y fondre. La psychologie décrit ce geste comme une régulation par la nomination, car le langage organise l'expérience sans la transformer en récit. En termes fonctionnels, la réaction perd de son intensité lorsque l'état est vu avec un minimum de précision. Cela se rapproche du bouddhisme lorsqu'il évite l'identification et du taoïsme lorsqu'il évite l'effort contre le réel. Ce n'est pas une technique de positivité, c'est une technique de non-exacerbation. Lorsque l'esprit cesse de lutter, le corps cesse d'accumuler. Il y a une sorte d'épiphanie discrète qui survient généralement à ce stade. Elle ne vient pas comme une conclusion, mais comme une simple reconnaissance. La douleur n'a pas besoin d'être justifiée pour être traversée. Toutes les souffrances n'enseignent pas, et toutes les souffrances n'ont pas besoin d'enseigner. Parfois, la leçon consiste simplement à ne pas ajouter une autre couche par-dessus. Cette idée est inconfortable pour les discours de salut, mais elle est cohérente avec le flux. Le soulagement qui apparaît n'est pas une fuite, c'est une réduction du bruit. Et ce qui reste, c'est une sobriété plus légère. Une phrase mémorable peut garder cette orientation sans devenir un slogan. Lorsque la réalité est acceptée comme un processus, l'esprit cesse d'être une usine à tragédie. Accepter, ici, ce n'est pas aimer, c'est cesser de lutter contre l'existence du fait. Le taoïsme ne promet pas de guérison universelle, il promet moins de violence interne. Moins de violence interne signifie moins de souffrance secondaire. Moins de souffrance secondaire redonne de la souplesse au corps et à la pensée. La souplesse est une forme d'intelligence pratique. Et cette intelligence n'a pas besoin d'applaudissements pour fonctionner. Maintenant, au lieu de conclure, il vaut mieux laisser la question opérer en silence. À quel moment l'expérience devient-elle un drame et par quelle phrase interne cela commence-t-il ? Quelle partie de la douleur est une sensation et quelle partie est une interprétation compulsive ? Où le contrôle apparaît-il comme une vertu et devient-il une usure comme prix à payer ? Quel type de résistance semble être une protection, mais en réalité durcie ? Ces questions n'exigent pas de réponse publique pour être utiles. Elles demandent un court moment de contemplation honnête. Et ce moment est déjà un déplacement. Si une phrase de cette réflexion a résonné, cet écho peut se transformer en un simple partage. Lorsque les expériences sont commentées, des schémas invisibles deviennent lisibles pour les autres. Lorsque les expériences sont gardées pour soi, elles mûrissent également en silence et cela a de la valeur. L'espace reste ouvert aux récits courts, aux questions conceptuelles et aux exemples tirés du quotidien. Le parcours de la chaîne Solstice va dans ce sens, en accordant une attention particulière au langage et à ce qu'il crée à l'intérieur. Suivre cette voie se fait généralement par affinité et non par obligation. Et ce que chaque personne partage, ou choisit de ne pas partager, fait également partie du flux.